va vraiment mettre le doigt sur les chiffres pour savoir précisément où on va aller, quel rendement je vais avoir, quelle rentabilité, dans quelle ville je vais. De ce qu'on entend, même sur les réseaux, c'est un peu le Saint Graal, le off-market, où là, il va y avoir des visites chantiers hebdomadaires, où vraiment, ça va être, une fois de plus sur WhatsApp, des photos, des vidéos, des comptes rendus, pour voir un petit peu où on en est. Alors, tout dépend évidemment du type de travaux. On a des travaux où ça va être 1 à 2 semaines, on est plus en rafraîchissement, donc il y a un peu moins de choses à envoyer. On chine absolument tout, de la cuillère à la table basse, passe par le canapé, etc. C'est pas Ikea, voilà. Ikea, quoi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut tout le monde et bienvenue sur cet épisode. Je reçois Arthur Roland. Arthur, c'est un de mes collaborateurs chez Artae. Artae, c'est une société, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, que j'ai fondée il y a plus de 2 ans. C'est une société d'investissement clé en main qui accompagne donc les gens à investir dans l'immobilier de A à Z en fonction de leurs besoins, leurs objectifs, leur horizon d'investissement. On a vraiment toute une palette de services pour accompagner les investisseurs. Et Arthur, c'est notre responsable de projet immobilier sur la région de Toulouse. Donc c'est la région dans laquelle est née, vous savez, dans laquelle je suis né, mais dans laquelle est née aussi cette entreprise. Et aujourd'hui, je le reçois parce que j'avais envie de... c'est une sorte un peu d'entretien annuel, en fait. De savoir ce qu'il faisait dans la journée. Voilà, non, c'est pas vrai, mais finalement, c'était un peu ça. On le verra tout au long de l'épisode. Je le questionne un peu sur c'est quoi son quotidien en tant que responsable des projets, comment il chasse les biens, comment il accompagne les clients, qu'est-ce qu'il fait au quotidien pour accompagner au mieux nos clients, même nos prospects déjà dès le départ, parce que même à des prospects qui ne signent pas avec nous, on délivre quand même beaucoup de valeur. Et c'est notre côté un peu altruiste, qu'est-ce que vous voulez. Mais on n'est pas philanthrope pour autant. Évidemment, on est là pour bosser. Donc vous le verrez, on est là pour être aussi efficace et pour le bien, évidemment, de nos clients. Voilà, je vous invite à écouter l'épisode. Bonne écoute, bon visionnage et à très bientôt sur Money Tree. Salut Arthur. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, nickel. Il est stressé, Arthur. Je regardais mes petites notes. Il a un stress. Alors, je vais rapidement faire les présentations. Pour ceux qui ne connaissent pas Arthur, Arthur, c'est un collègue au travail d'Artae. Il travaille chez Artae. Il est responsable de projet immobilier, donc il va nous dire de quoi il s'occupe d'ailleurs. Tu t'occupes de quoi au final ? Et oui, je suis avant tout un auditeur, même ça qui est marrant, un auditeur, puis après un collaborateur. Et là, je me retrouve derrière le micro, donc c'est plutôt chouette. Et je m'occupe des projets immobiliers chez Artae, donc d'investissement locatif, de A à Z quasiment, donc depuis 1 année maintenant déjà. C'est ça, une année. J'avais envie de faire une capsule sur un petit peu comment se déroulait un projet chez Artae. Donc je pense que c'est toujours intéressant, même si vous n'envisagez pas, vous qui nous écoutez, de donner un projet à Artae ou en tout cas de nous confier l'une des missions qu'on est capable de délivrer, au moins déjà de savoir comment se dérouler tout un process finalement, et ça peut vous être bénéfique même si vous cherchez tout seul de votre côté tout ça, et nous on est hyper à l'aise avec ça. Évidemment c'est notre gagne-pain, donc on est toujours intéressant d'avoir des nouveaux prospects, des nouveaux clients et de les accompagner, mais on est aussi, vous le savez, et ce podcast en est la preuve, assez pourvoyeur d'informations à titre gratuit pour vous faire monter en compétences tout simplement. Donc moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit état des lieux de comment se déroule un projet de A à Z chez Artae. Ok. Première étape, c'est la prise de contact. Donc là, c'est via les différents moyens, un site internet qui va arriver bientôt, tout nouveau, tout beau. Ça peut être aussi sur LinkedIn, sur Artae. Il y a vraiment différents moyens de nous contacter, dont une adresse mail quand même, contact@artae.imo, où c'est vraiment le meilleur moyen de nous contacter. Et là, on va planifier ensemble un rendez-vous. Donc c'est un rendez-vous en moyenne de 45 minutes avec Julien ou moi-même. Et là, on va détailler ensemble toute la stratégie qu'on pourrait élaborer pour un investissement, que vous ayez déjà investi ou pas. Et le but, c'est vraiment de décortiquer tout ça et qu'à la fin des 45 minutes, vous puissiez vous dire « Ok, j'ai envie d'aller avec Artae ou pas, ou au moins je sais où je vais. » Et dans un éventuel deuxième rendez-vous, là, on rentre vraiment dans le détail avec des simulations, quelque chose de précis, où on va vraiment mettre le doigt sur les chiffres pour savoir précisément où on va aller, quel rendement je vais avoir, quelle rentabilité, dans quelle ville je vais, et surtout écouter nos conseils parce qu'on en a quand même beaucoup à donner. Et qu'est-ce qu'il faut pour ce premier rendez-vous justement ? De quoi on a besoin ? Pas grand-chose. Il faut principalement évidemment les revenus, c'est comme le minimum, parce qu'on est là aussi pour savoir un petit peu si vous êtes finançable. On n'est pas banquier, mais on sait quand même les premières choses à analyser. Donc les revenus, les charges aussi évidemment. Si vous avez une résidence principale ou déjà du locatif, c'est là où aussi on peut vous accompagner sur certains points. Et puis c'est à peu près tout. Savoir, vous n'êtes même pas obligé de savoir ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez un T1, T2, aller en ville ou en campagne,
Vous n'êtes pas obligé de le savoir, on est là vraiment pour vous aider à vous orienter là-dessus. Ok, donc ce premier rendez-vous, il est vraiment fait pour découvrir, on peut l'appeler un peu rendez-vous découverte, quoi, c'est ça, pour découvrir un peu le client, faire une espèce d'audit un peu de la situation, peut-être patrimoniale C'est ça. et au niveau immobilier. Et tu parlais d'un deuxième rendez-vous. Il se passe quoi entre ce premier rendez-vous et... Alors, en fait, on est capable de quoi à partir de ces 45 minutes d'échange? À quoi ça nous sert? Déjà, vous savez comment on fonctionne. C'est la première chose. Et vraiment, vous avez tous les tenants, les aboutissants, nos honoraires, tout est très transparent. Et dans le deuxième rendez-vous, entre les deux, nous, on va travailler sur des simulations, donc d'investissement liés à ce qu'on s'est dit auparavant, et qu'on va débriefer dans un deuxième rendez-vous. Des fois, on peut faire tout d'un coup, si on est avec des personnes un peu à l'aise avec l'immobilier. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On place un deuxième rendez-vous, et là, on va vraiment décortiquer les simulations que vous recevrez 1-2 jours avant. Vous aurez forcément plein de questions, hein, c'est toujours le cas. Et on va rentrer dans le détail. Ok, est-ce qu'on part sur cette option A, B, C ou que la A? Comment on fait? Et puis après, on va plus loin dans la démarche. Il y a quoi dans ces simulations concrètement? Il y a vraiment une précision géographique. Ensuite, on va avoir une typologie de biens, T1, T2, T3, coloc, immeuble, peu importe, des surfaces. Et puis après, on va rentrer dans le détail, c'est-à-dire des charges de copro, taxes foncières, un loyer, des travaux aussi. On va calculer tout ça. Donc, on fait souvent un peu comme un test AB, on va faire une solution avec et sans travaux ou rafraîchissement. On a vraiment quelque chose de très varié pour qu'on puisse imaginer le plus de cas possible dans un investissement qui pourrait vous convaincre. Ok, très clair. Une fois qu'on est d'accord, admettons, moi on a fait ces 2 premiers rendez-vous. Tu m'as présenté quelques hypothèses d'investissement. Je me suis plutôt orienté du fait des échanges et de la compréhension de cette simulation des hypothèses vers tel ou tel type d'investissement. Qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment-là, on se met d'accord autour d'un contrat qu'on définit ensemble. Surtout par rapport aux simulations, on va prioriser est-ce qu'on part plus sur la première option, la deuxième ou la troisième. Et ensuite, on part en recherche. Et c'est là où on met en place d'ailleurs un petit groupe WhatsApp, histoire d'avoir une relation. C'est quand même important d'avoir cette relation pendant la recherche. Et là, je pars en chasse, que ce soit moi ou les consultants avec qui on travaille. Et ça peut être très variable. Franchement, ça peut aller des fois, c'est peut-être 2-3 jours à le plus long, je dirais 6 mois ou à peine plus, parce qu'on avait des clients qui étaient assez pointus sur ce qu'ils souhaitaient, ou parfois, malheureusement, il y a des... Pointu ou pointilleux ou chiant. Ouais. Je plaisante. Aucun client n'est chiant. Non, mais non, en vrai, en plus, je vois très bien qui c'est. Je me suis associé avec lui sur un projet, donc la preuve, c'est que... Non, puis il y a le côté aussi où des fois, on va avoir des opportunités, mais on n'arrive pas à les avoir. Donc du coup, tant pis, on repart en chasse, ça fait partie du jeu, on est très à l'aise avec ça et ça enrichit aussi nos clients d'expérience. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Tu dis qu'on utilise WhatsApp en termes d'outils, c'est marrant parce que j'en parlais à midi justement avec une personne qui serait intéressée pour développer justement Artaï dans d'autres régions, dans des régions dans lesquelles on n'est pas aujourd'hui. Et on parlait des outils qu'on met à disposition justement de nos collaborateurs, de nos consultants indépendants ou de nos éventuels franchisés demain. Et en fait, je disais qu'il y a des entreprises comme les nôtres qui qui se cassent un peu la tête à développer des applis, des trucs un peu geeks, qui en fait améliorent peut-être un peu l'expérience utilisateur, mais au final, nous on utilise WhatsApp et on a essayé de voir si on pouvait utiliser d'autres outils, des outils de chat aussi un peu différents ou de projets comme Notion, comme Slack ou des choses comme ça. Et finalement, la conclusion qu'on en a tirée, c'est que tout le monde a WhatsApp dans son téléphone, tout le monde sait utiliser WhatsApp. Ce qui n'est pas le cas d'un Slack, d'une énième appli ou même pire une appli propriétaire, genre l'appli Artaï. Tu vois, il faut aller installer l'appli, il faut avoir des identifiants encore supplémentaires, il faut se souvenir du mot de passe ou le préenregistrer ou machin, il y a toujours des galères. Là, tu as déjà WhatsApp. En plus, sur WhatsApp, on peut faire aussi des conversations pro si besoin et autres. Et ça fonctionne très très bien, que ce soit sous Android, sous Apple et tout ça. Et voilà, je voulais juste rebondir là-dessus parce que c'est vrai que moi-même, le premier, je suis frustré des fois de ne pas avoir une application un peu Artaï, un peu sexy, comme pouvait l'avoir l'ancien leader du marché qui a quasiment fondu les plombs. Mais finalement, on met notre énergie ailleurs, on met notre énergie sur le terrain, on met notre énergie dans le concret, l'authenticité, plutôt que de la forme et tu vois, d'embellir un peu trop la mariée, quoi. Voilà. Donc... Ouais, et puis il y a un côté convivial avec WhatsApp, je trouve qu'il est simple d'utilisation. Je pense qu'aujourd'hui, on est plusieurs à avoir, moi c'est le cas, la famille et la belle famille, des groupes de famille. C'est devenu assez commun presque maintenant, qu'on avait peut-être un peu moins sur Messenger à l'époque, mais c'était un peu le début de WhatsApp presque. Il y a vraiment, je pense que, c'est sûr, tous nos clients apprécient, on a toujours d'excellents retours et ça évite, même si c'est bien les mails, mais ça évite les mails où il y a le suivi un peu différent.
Puis il y a un côté, le fait de pouvoir échanger des vocaux, c'est toujours intéressant. Mais malgré tout, on l'a vu encore récemment, le coup de fil, parfois reste quand même le meilleur ami pour expliquer quelque chose directement. Ouais, coup de fil, les vidéos pour montrer, pour illustrer aussi, ça c'est vachement concret quoi. Quand tu montres une vidéo, c'est lourd le fichier vidéo. WhatsApp, l'avantage c'est que ça se transfère super vite aussi. Donc voilà, c'est pour ça que pour lever ce point aussi, si des gens se posent la question, ils utilisent WhatsApp, ils sont pas foulés, mais en fait, Facebook a investi des dizaines de millions, voire même des centaines de millions d'euros dans le développement d'applications comme WhatsApp au niveau mondial. Je vois pas pourquoi on s'en priverait pour l'expérience utilisateur qui est franchement aujourd'hui assez canon sur WhatsApp des deux côtés quoi. Ok, donc ensuite le compte WhatsApp est créé, tu démarres la recherche pour le compte d'un client, c'est toi qui t'occupes de la recherche? Ouais, sur Toulouse et alentour c'est moi directement, un petit peu Montauban en support et là moi je me mets je contacte les agents immobiliers avec qui j'ai beaucoup de relations pour les biens qui peuvent sortir en off-market, bien sûr c'est toujours ça qui est intéressant. Et après, je repars off-market, ça veut dire quoi? Off-market, c'est tout ce qui n'est pas encore sur le marché. On appelle aussi ça le marché gris. Alors, c'est bien et pas bien. Il y a un avantage, évidemment, c'est de l'avoir avant tout le monde, ou presque. L'inconvénient, c'est qu'il n'a pas été confronté au marché, donc parfois un peu plus compliqué à négocier. Donc, il faut savoir jongler avec tout ça, mais de manière générale, c'est quand même agréable d'avoir quelque chose avant tout le monde. C'est toujours la primaire de la chose. Et après... Est-ce que les clients se rendent vraiment compte de l'avantage d'avoir cet accès à ce genre de biens versus je préfère négocier en fait, même si le bien est déjà sur le marché, tu vois? Ouais, en fait, de ce qu'on entend, même sur les réseaux, c'est un peu le Saint Graal, le off-market. Il y a quand même un intérêt à l'avoir, à négocier. Il faut toujours tenter de négocier, évidemment, quand c'est négociable. Des fois, c'est très compliqué, mais ça reste, pour moi, c'est le Saint Graal. Vraiment. Puis c'est quand même agréable. On cherche un bien, boum, on nous envoie des choses. Enfin, on fait son marché, quoi. C'est littéralement ça. C'est vrai que c'est un peu long à mettre en place. C'est un métier, c'est du développement de réseau, mais une fois qu'on l'a et qu'on en a régulièrement, c'est vraiment un confort. C'est quoi la proportion justement de biens off-market qui sont achetés par nos clients? Aujourd'hui, je dirais peut-être 30%, quelque chose comme ça. Puisqu'il y en a, malheureusement, ce n'est pas passé parce que, comme je disais tout à l'heure, le prix ne pouvait pas être baissé. Et souvent, quand quelqu'un essaie de vendre, il essaie de vendre au meilleur prix de suite. Donc, c'est vraiment la négociation qui est un peu plus difficile. Mais c'est quand même 30 bons % et il ne faut vraiment pas s'en couper. Clairement, des fois, il y a de très belles pépites, on l'a eu et c'est un atout exceptionnel. Ouais. Ok. Comment ça se passe concrètement une recherche pour toi quand tu rentres un client? Là, je parle vraiment pas technique. Ouais, toi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir déjà. En fait, j'ai l'impression de faire l'entretien annuel, mais tu vois, de savoir comment toi tu fonctionnes au quotidien quand tu rentres. Pas forcément le bénéfice pour le client, tu vois, mais ça, on saura l'expliquer aux prospects évidemment qui seraient intéressés par nos services. Mais toi, comment tu fais au quotidien? Au quotidien, je commence par regarder ce qu'on m'a envoyé par mail ou par WhatsApp ou SMS dans les 2 dernières semaines. Je fais un petit tour de ce qui a été envoyé. Si ça ne suffit pas, je regarde déjà sur un outil que j'utilise qui me permet de scraper, de récolter toutes les annonces sur tous les sites où je peux avoir quand est-ce que le site l'annonce a été posée, si le prix a été modifié et quand et de combien, enfin vraiment beaucoup d'informations. Donc là, je fais mon petit marché. Okay. Je sélectionne et c'est vrai que c'est assez bluffant parce que quand j'ai commencé, il faut savoir que moi, j'avais l'expérience dans l'immobilier, mais autre. Et Julien m'a formé donc sur l'investissement locatif. Et c'est vrai qu'en quelques clics, maintenant, mais vraiment, littéralement, en quelques secondes, je sais si ça va le faire ou pas. Ouais. J'ai même pas besoin d'ouvrir l'annonce. Ouais. Et je le vois sur les photos. On se repère à différentes choses. Ça peut être des menuiseries, des couleurs de sol ou autre, mais 99% du temps, je me trompe pas. Et ça, c'est vrai que c'est un gain de temps, mais phénoménal, où je trie, je fais OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon, je mets de côté. Après, je regarde les chiffres. Et là, je pose les chiffres. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Bien sûr, avant, j'ai trié parce que chercher des biens à 30 000 € plus cher que le budget du client, ça ne m'intéresse pas. Ouais, c'est clair. On est bon en égo, mais il ne faut pas déconner. Et une fois que je pose les chiffres, là, je regarde, OK, et puis évidemment, il y a un entonnoir naturel qui se crée. Je dis n'importe quoi, mais peut-être sur 50 biens, peut-être qu'il y en aura peut-être moins de 5 qui vont vraiment correspondre pile. Et encore, il peut y avoir un pépin. Il peut y avoir toujours un pépin, mais ça peut être une charge de coût trop élevée. Bon, dans ce cas-là, c'est un bien sur lequel on va peut-être parler parce que ça entache beaucoup trop le rendement. Je trie comme ça et puis après je passe aux visites. Ok. Comment ça se passe les visites? Est-ce que tu arrives à quand même les condenser ou est-ce que c'est difficile des fois de tout mettre au même endroit, au même moment? Alors l'avantage que j'ai, et là ça va pas plaire à ceux qui veulent le faire tout seul, c'est que moi je suis vu comme un professionnel. Et je me présente comme un professionnel, c'est vraiment ma plus grosse carte à jouer. Mais vraiment, j'ai été particulier et professionnel en recherche, c'est le jour et la nuit. Ouais.
Après, évidemment, j'ai mon expérience personnelle à me présenter, à développer un réseau, forcément qui joue un peu. Mais la manière dont je me présente, je peux condenser mes visites sans difficulté. Moi, il faut savoir que je visite généralement entre 10h et 16h. Parce que voilà, on est à Toulouse. Moi, je suis un petit peu en dehors de Toulouse. Je veux m'éviter 1h30 de perte dans les bouchons, parce que sinon, mon boss, il va me payer pour rien. Non, mais vraiment, c'est une tannée. Donc, j'optimise mon temps et je n'ai aucune difficulté à visiter en journée. Vraiment aucune, à enchaîner les visites. C'est vrai que très souvent, les logements sont... Enfin, très souvent. En majorité, ils sont vides. Ça, c'est quand même un avantage aussi. C'est ce qu'on recherche aussi, principalement. C'est le mieux. Mais pareil, j'ai des techniques de négociation là-dessus, qu'ils soient loués ou pas. Je condense tout et que j'ai pas de difficulté. En fait, la première difficulté, c'est déjà quand vous appelez une agence, si vous tombez sur l'accueil. Ça, pour moi, c'est un gros défaut des agents immobiliers. C'est un confort pour les grosses agences, mais quand c'est centralisé. Le 05 ou le 01 si vous êtes en région parisienne ou quoi, c'est un enfer. On vous rappelle, déjà, si on me rappelle dans la journée, c'est le bout du monde. On me rappelle, je suis pas dispo, ça arrive tout le temps. Quand je tombe sur l'agent direct, je sais que c'est un agent qui est efficace. Rien que ça. Et une fois que j'ai le contact, hop, je place mon rendez-vous, je vais au droit au but, voilà. Et c'est vrai qu'on me refuse jamais une visite. C'est extrêmement rare. Ça a dû arriver sur des gens qui n'ont pas compris, je pense, ou j'ai mal su l'expliquer. Mais on ne refuse jamais une visite. Et ça, c'est un confort, vraiment. C'est clair. Le confort, et le confort aussi de pouvoir être dispo quand les autres ne le sont pas. C'est-à-dire que tous les particuliers veulent visiter après 18h le soir. Rarement avant 9h le matin, parce que y a une logistique souvent familiale, et puis il faut se lever tôt, les bouchons et tout. Ou des fois entre midi et 2. Mais en fait, les agents entre midi et 2, ils ont envie de bouffer comme tout le monde. Et le soir, ils ont envie de rentrer chez eux comme tout le monde, même si ce métier-là implique que tu bosses le samedi, voire même le dimanche, etc. Surtout quand tu es indépendant. Mais c'est vrai que nous, on a cette capacité-là. C'est notre métier, donc en fait, c'est notre métier. Donc on est sur les heures là où les autres dont c'est pas le métier ne sont pas. Quoi. Surtout quand vous visitez le soir en même temps que tout le monde. Franchement, c'est pas fun. Ouais, c'est pas fun. Moi, je suis seul quand je visite. Du coup, j'ai le temps de discuter avec l'agent immobilier. Je demande toujours qu'est-ce que tu as d'autre à me proposer. On va boire un verre, on va. Systématique. C'est vrai. Ok, donc ça c'est clairement la partie visite. Et ensuite sur la partie, admettons, ok, il y a un bien qui est sympa. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fonctionnes? Alors, généralement, quand j'identifie un bien qui est vraiment intéressant, j'ai des photos, des vidéos de ce bien. Je collecte les documents lorsque les agents immo les ont. Normalement, ils sont censés les avoir, mais c'est toujours un peu long. Tout ce qui va être les 3 derniers PV d'AG. Règlement de copro, si on a une demande de location courte durée par exemple, tout ce qui est diagnostic évidemment. Donc je collecte tout ça et je prépare un petit dossier. Alors là c'est plus ma patte, c'est-à-dire que moi j'aime bien filmer mon écran pour expliquer un peu le quartier, parce qu'on a quand même, les 3 quarts de nos clients ne sont pas de Toulouse, on a beaucoup d'expatriés et je trouve ça très intéressant et j'ai eu d'excellents retours sur, je vous présente le quartier en vidéo. Donc c'est assez rapide et je fais la même chose pour nos simulations. C'est-à-dire qu'on va réaliser une simulation qui est attribuée au bien en question. Donc on a vraiment quelque chose de transparent et précis et je vais commenter ce projet-là. On peut aussi faire une visio pour en discuter en live. Et puis après, j'envoie le dossier à notre investisseur qui, parfois, va avoir 24 heures pour se décider. Et ça, c'est moi qui l'impose. Parce que clairement, j'ai du off-market ou j'ai une négo derrière, ou voilà, il y a quelque chose. Ou alors, on peut avoir un peu plus de temps, mais dans ce cas-là, je le dis. Mais ce que je demande la plupart du temps, c'est ça, c'est de la réactivité. Mais vraiment, c'est le plus important, clairement. Et après, je présente le dossier, puis on voit si ça match, et puis on produit une offre d'achat dans la foulée. C'est vrai que c'est souvent la clé, cette réactivité. On en parle souvent, on le rappelle souvent à nos clients. Engagez-vous à bosser avec nous et soyez investis dans votre projet, parce que c'est votre projet en fait. Voilà, nous, on est juste là pour vous accompagner et vous aider à aller au bout du projet, à créer votre patrimoine constitué, à vous enrichir à terme. Mais on ne peut pas le faire sans vous. Hein. Voilà, si vous n'êtes pas moteur aussi là-dessus à votre manière, même si c'est une manière très passive, on ne pourra rien faire pour vous. Ok, c'est quoi les... Non, tiens, ça, on en parlera dans une prochaine capsule où on fera quelques astuces, les astuces d'Arthur. Le double A, astuces d'Arthur. C'est ça. Et on fera ça, mais sur la négo et tout ça. Mais ok. Donc, ok, le bien, tu lui as proposé, admettons, tac, ça match. Combien tu proposes de biens en moyenne à un client avant qu'il se décide? En moyenne, on est sur 2-3 biens avant qu'une offre d'achat soit acceptée. Donc, c'est vraiment ciblé. C'est quand même, en fait, souvent, quand ça ne matche pas, c'est rarement de notre fait, parce qu'on se cale à des simulations qui ont été définies en amont. Alors évidemment, on peut s'en écarter un petit peu. Moi, je me donne toujours la liberté de proposer une bonne affaire. Hein. Voilà. Mais même si c'est dans l'autre sens, si c'est un petit peu moins intéressant, mais qu'il y a des points très positifs ailleurs, franchement, je propose. Et ça va... Alors, des fois, les quelques refus qu'il y a, c'est souvent le côté de « c'est mon premier bien ».
Du coup, je le refuse. Oui, parce que c'est la première proposition que tu lui fais, Ouais. donc la personne se dit, putain, il s'est pas trop foulé, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est un peu bête parce que là, récemment, j'ai encore eu le cas. Franchement, une belle opportunité. On est dans le prix, voire un peu plus bas. Donc, c'est pas un prix incroyable, mais c'est pas grave. C'est pas ce qu'on nous demande forcément. Ouais. On demande de trouver quelque chose qui correspond à un rendement ou une rentabilité. Oui. Donc, c'est ce que je fais. Et j'ai trouvé quelque chose de très bien placé. Et la personne, qui est super, mais qui a eu un peu de mal avec ce premier bien et qui finalement lui a amené des réflexions sur peut-être améliorer un peu les simulations, ce qu'on est capable de faire, Ouais. du coup, s'adapter en cours de route Ouais. et se dire, OK, c'est pas grave, on va changer, on va trouver autre chose. Mais généralement, oui, ça va assez vite. C'est vrai qu'on essaie au maximum en amont de vraiment qualifier tous les critères de manière assez exhaustive pour quand on propose quelque chose, ça matche parfaitement. Mais les gens ne sont pas tous figés sur leur volonté finalement aussi. Oui. Et c'est parce que leur volonté change qu'on est obligé de rectifier et corriger le tir, malheureusement. Et donc ça peut mettre de l'inertie dans le projet parce que si ces gens-là se rendent compte que effectivement c'était pas les bons investissements pour répondre à leurs objectifs, en tout cas, ou en tout cas ils n'avaient pas envie de ça, au bout de 3 mois, ils auront perdu 3 mois. Et nous aussi, parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, pendant ce temps-là, on travaille aussi pour rien, parce que finalement, ce sont des gens qui achèteront jamais ces biens-là, et donc nous, on ne sera pas forcément rémunérés. Voilà. Et au-delà de ça, alors c'est sûr, ça me regarde, mais c'est quand même important, c'est que moi, je peux me griller aussi auprès de mes partenaires. Totalement. C'est les partenaires qui m'envoient des biens. Forcément, si je demande déjà ce qu'on me le réserve un peu de côté et que derrière, des fois, je prends des risques. Ça, c'est un vrai sujet. Récemment, je l'ai fait, le fameux bien. Je dis, voilà, on va probablement faire une offre. Après, je m'engage jamais à 100%, mais je dis, ça, c'est quand même bien parti. Bon, pas de bol. Là, j'ai mal joué, tant pis, c'est des choses qui arrivent. Mais heureusement, l'agent immobilier n'en tiendra pas rigueur parce que j'ai une bonne relation. Mais c'est quand même très compliqué. Ouais. Il faut savoir tenir son réseau et le récompenser. Oui, parce que là, tu peux pas assumer à la place des clients, parce que ce sont les clients qui prennent leurs propres décisions. Donc voilà, alors, c'est rare qu'on ait de la casse. C'est rare qu'on ait de la casse pendant les compromis, très franchement. Je crois que statistiquement, c'est très, très rare. Mais c'est aussi rare qu'on ait de la casse avant. C'est-à-dire, une fois que l'offre elle est faite, le mec il va au compromis et puis il va jusqu'au bout des choses parce que, encore une fois, on a vraiment tout qualifié en amont. On préfère perdre un maximum de temps en amont, quitte à repousser un peu la signature du contrat pour être vraiment carré là-dessus. Ok. Comment ça se passe une fois que le bien, admettons, le bien que tu as proposé à un client, il lui correspond? Ouais. Par exemple, c'est le deuxième ou troisième bien, ça correspond. Comment ça se passe après? Tu t'occupes de quoi? Alors, une fois que le bien correspond, on rédige l'offre d'achat. Alors évidemment, on va mettre en place des conditions suspensives qui vont protéger notre client. Alors évidemment, il y en a plusieurs, on va mettre celles qui vont bien. C'est moi généralement qui produis l'offre d'achat et qui l'envoie après au vendeur ou du moins à l'agent immobilier s'il y en a un. Une fois que c'est accepté, là évidemment, alors c'est une question qu'on a posée en amont et c'est important d'en parler, c'est le notaire. C'est qu'aujourd'hui, nous on travaille avec des partenaires, dont des notaires, et c'est très important d'avoir un notaire compétent. Vraiment, on peut subir le notaire du vendeur, mais il ne faut surtout pas subir son notaire. Mais clairement pas. On l'a écumé à maintes reprises, clairement. C'est formateur aussi. Mais c'est hyper important. Et donc, cette offre d'achat, finalement, on va la communiquer au notaire pour qu'il puisse se mettre en relation, notaire, acquéreur et vendeur, pour dérouler sur la vente. Et c'est là, nous, on met en marche, finalement, tout notre réseau, notaire, agences bancaires, pour les travaux aussi. Et voilà, c'est vraiment la deuxième partie de plus-value d'Artaï arrive, c'est à ce moment-là, clairement. C'est quoi? Tu as quelques exemples, là, justement, de... Bon, on va le faire dans une capsule aussi sur les anecdotes. Je pense que ça sera pas mal, ça. Une capsule anecdote, ça sera pas mal. Avec des notaires, notamment. Ok, donc partenaire, notaire, financement, j'imagine aussi, peut-être, pour s'assurer que ça puisse aller au bout pour tout le monde. Ouais, dans ce cas-là, on envoie vers nos partenaires bancaires. Si notre client n'a pas déjà pris ses dispositions, alors très souvent, ils ont pris leurs dispositions ou au moins des simulations, c'est quand même le strict minimum. Nous, on s'est assuré de quelques chiffres, mais c'est là, effectivement, où on commence à... on place une date de signature d'avant-contrat et après on enchaîne avec la banque en fait qu'on n'arrive pas aux 3 mois souvent mis entre l'avant-contrat et la réitération. Franchement, on y est rarement. On essaie d'être au moins à 2 mois, 2 mois et demi, grand max, si le notaire n'oublie pas de faire une DIA. Alors juste pour aider un petit peu un sujet lexical, l'avant-contrat, ça peut être le compromis ou la promesse de vente. Exactement. En fait, c'est souvent comme ça plutôt qu'on l'appelle. On appelle ça d'ailleurs un compromis souvent, même quand on parle de promesse, mais grosso modo, la promesse, c'est unilatéral.
de vente, donc c'est un peu différent. Les engagements ne sont pas les mêmes pour le vendeur et l'acquéreur dans une promesse qu'un compromis, mais on appelle ça un avant-contrat en termes juridiques. La réitération par acte authentique, c'est juste le fait que en fait, c'est quand on dit qu'on signe l'acte, par exemple, c'est ça, c'est qu'on a les clés, on sort avec les clés du bien, grosso modo. Et ce que tu dis, ce qu'on appelle communément la DIA, ce qui n'est pas vraiment en plus le terme qu'on devrait employer comme ça, mais voilà, c'est en fait, on appelle souvent ça la préemption, le droit de préemption de la mairie, droit de préemption urbain. D'aliénation. Ouais, c'est ça. Et droit d'aliéner, finalement, c'est ça. D'intention, je crois que DIA, ça doit être intention d'aliéner. Ouais. Et donc là, c'est quand la mairie, effectivement, se porte acquéreur du bien. Alors nous, ça ne nous arrive jamais, parce que c'est souvent du petit bien en copropriété. Ça peut nous arriver que la mairie nous demande demande au notaire qui a rédigé qui achète pour savoir si elle, sur un immeuble en copropriété, elle n'aurait pas d'intérêt à acheter plutôt pour revendre à quelqu'un qu'elle connaît. Nous, ça nous arrive, on a racheté des immeubles à la mairie, pour le coup, à l'inverse. Mais aussi pour savoir quel va être le projet, etc., que ce ne soit pas un marchand de sommeil, que ce soit bien qualifié, que s'il y a beaucoup de travaux, que la personne, elle s'assure. Moi, j'ai eu le cas sur un projet où la mairie s'est assurée que l'acquéreur ait bien les fonds nécessaires pour aller au bout des travaux, parce qu'il y avait énormément de travaux. Donc c'est une bonne mairie. Alors, elle pose la question. Après, elle n'a aucun droit d'aller vérifier les comptes bancaires, clairement, et de demander les relevés d'épargne des gens. Mais en tout cas, elle pose la question, elle envoie quelqu'un. Donc ça, c'est intéressant. Mais effectivement, comme tu le dis, il y a des notaires qui oublient de le faire. Donc il y a des notaires qui oublient de purger ce droit de préemption. Et donc du coup, ils s'en rendent compte, le jour de la signature de l'acte. Et voilà, de la même manière que pour les délais de rétractation, et ça m'est arrivé, j'en ai parlé je crois vite fait dans un podcast avec Sylvie, avocate, et le notaire de l'acquéreur avait complètement, alors que moi j'étais vendeur, avait complètement oublié de purger le délai de rétractation de l'acquéreur. En fait, ça arrive. C'est hallucinant. Mais si on n'a pas un bon notaire derrière qui suit, franchement, c'est les deux pieds dedans, quoi. Ouais. Clairement. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir un bon notaire quand même du côté acquéreur. Et nous, on est très pro-acquéreur sur la partie investissement clairement, puisqu'on accompagne les gens à investir. Donc, on préfère effectivement que nos clients soient accompagnés par notre notaire. C'est pas notre notaire, c'est un notaire en fait. Il appartient à personne d'ailleurs, le notaire. Parce que souvent on dit j'ai mon notaire et tout. Bon, en soi. Ça reste un officier ministériel qui n'a pas le droit de recevoir des rémunérations. Voilà. Donc, totalement. Très carré. Mais par contre, oui, effectivement, il n'y a jamais de rétrocommission, des choses comme ça aussi chez les notaires, parce qu'ils se refusent de le faire. Et nous, franchement, aussi, ça ne serait pas objectif. Mais pour le coup, le notaire, son rôle, c'est vraiment d'être objectif et d'être carré sur la rédaction de l'accord des parties. Et c'est vrai que quand on travaille avec un notaire qui a l'habitude de traiter les sujets d'investissement comme nous, de la colocation, de la rénovation, du droit de l'urbanisme aussi, quand il y a des déclarations préalables à faire, des permis de construire, etc., quand il y a des conditions, quand il n'y a pas d'élec dans les logements, enfin il n'y a pas de compteur, ou quand il y a des mises en copropriété, location courte durée, etc., c'est vrai qu'ils checkent quand même pas mal tout. Voilà. Ok. Ensuite, banquier, on l'a dit, on est capable aussi d'amener quelqu'un sur la partie financement. Ouais. Parce qu'on a des contacts, c'est ça Tout à fait. Pour aider. On travaille avec des agences, on avait déjà parlé dans des podcasts plutôt régionales. On va avoir quand même des facilités de négociation. Voilà, on travaille avec 2 agences en particulier. On pourrait en avoir d'autres, mais c'est vrai que ça marche tellement bien que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de clients qui passent par eux, qui ne sont pas de la région, qui sont même parfois expatriés, et ça marche vraiment bien. Enfin, y a pas c'est rassurant pour tout le monde, parce que nous, on sait qu'ils sont finançables, donc on peut bosser, on ne bossera pas pour rien. Le client sait aussi qu'il peut s'engager un peu avec nous, parce que du coup, on ne bossera pas... Il perdra pas de temps non plus avec nous, ça ira au bout, et voilà. Et le banquier, lui aussi, a tout intérêt à récupérer un client, une relation commerciale, et donc à être réactif. Puis surtout, ils sont habitués aux investisseurs. Ouais. Et franchement, ça fait toute la différence. Et oui. Il n'y a pas photo. Oui, ils ont l'habitude de nos tableaux, on leur envoie nos tableaux, ça va vite. Ouais, c'est vrai. En fait, finalement, on est un peu courtier. Non, mais on est un peu courtier parce que potentiellement, nous, on met juste en relation. Finalement, on n'a pas de commission ni rien comme les courtiers et compagnie. On collecte pas les documents, ça s'arrête là, quoi. Mais ça fait partie du package de travailler avec Artae. Et après, effectivement, la relation, la confidentialité, tout ça se fait directement avec la banque. Et alors, sur la partie travaux, qui est quand même le nerf de la guerre, c'est à quel moment que ça se passe, l'estimation des travaux? Ça commence déjà lorsque je visite le bien, où là on fait une estimation macro qu'on va inclure dans les simulations. Donc on a une habitude, on a travaillé dans différentes choses, moi en particulier avant. Après j'ai ton expérience aussi, dont je bénéficie. Et donc on va estimer ce coût de travaux, qui est quand même... franchement, on n'a jamais eu de surprise, on n'a jamais explosé un plafond. C'est jamais arrivé. Si ça doit être
une petite centaine d'euros qui est allé au-dessus, ça doit être le bout du monde. Souvent, quand il y a des surcoûts, c'est lié à notre client qui demande des choses. Oui, c'est de la plus-value parce qu'il y a des choses qui ont été... Exactement. Nous, là-dessus, c'est très carré. Et puis, de toute façon, c'est simple. Si je ne suis pas à l'aise sur un sujet, ça peut arriver. C'est déjà arrivé sur de gros sujets. On fait venir des artisans en amont, mais c'est vrai que généralement, on le fait après signature de l'avant-contrat parce qu'on est très à l'aise avec vraiment la gestion des travaux et puis surtout le calcul des coûts de travaux. Donc, une fois que l'avant-contrat est signé, on fait venir des artisans avec qui on travaille. Donc, selon les secteurs, on voit un peu ce qui est le plus intéressant. Et là, ils vont produire des devis pour nos clients. Tout est transparent, évidemment. On n'aura jamais un devis avec 3 lignes. Ça n'existe pas chez Artaï. Dieu sait qu'il y en a, mais ça n'existe pas. Il y en a rien à pas mal. C'est mort. On travaille avec des artisans qu'on connaît depuis quelques années maintenant. Voilà, pour nous, on y va les yeux fermés, clairement. Donc, on est serein. Et si jamais aussi, c'est intéressant de le préciser, je pense, on a des corps d'État avec qui on n'a pas l'habitude de travailler, etc. On va mettre en concurrence ces entreprises, on va en faire venir. On a dans notre réseau quand même beaucoup d'artisans, donc on est capable de connaître aussi un artisan qui va nous recommander un autre artisan avec qui on n'aurait jamais travaillé. C'est ça. Mais j'ai envie de dire, les amis des amis sont des amis, et donc du coup... potentiellement, on peut avoir aussi une garantie un peu morale de la part de nos partenaires habituels sur d'autres partenaires qu'on pourrait envisager pour le futur, ou pour des projets spécifiques. C'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'on a des entreprises qui ne font pas tout. Tous ne font pas du gros œuvre, par exemple. Il faut toucher une charpente, très souvent, il n'y a plus personne. On fait plutôt appel à un charpentier. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, donc ça, c'est toi qui t'en occupes. Comment ça se passe ? Alors, la partie macro, c'est-à-dire au moment des simulations, oui. Par contre, une fois qu'il faut venir faire les devis, alors je connais les entreprises, mais c'est Sabrina et Manon qui s'en occupent. Donc Sabrina qui va gérer tout le pôle travaux et Manon qui est plus notre architecte d'intérieur, plus le côté déco. Donc c'est elles qui vont faire venir les entreprises, qui vont faire rédiger les devis, qui sont après... Alors bien sûr, elles intègrent, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, le groupe WhatsApp, c'est à ce moment-là qu'elles arrivent. Donc elles sont toutes les deux dedans, puis là, il va y avoir les artisans qui viennent, on envoie les devis, et puis après il y a un choix qui est fait, alors, qui est selon plusieurs critères, mais elles sont vraiment ultra compétentes là-dedans pour savoir orienter sur tel ou tel type de travaux. Ok, bon, très clair. Donc là, à ce moment-là, le client, ça lui permet d'avoir des devis qui sont assez, comme tu dis, précis, qu'il peut mettre dans sa demande de financement. Donc j'imagine que le timing, c'est de suite après le compromis. Franchement, des fois, on les a en max 2 semaines après la signature de l'avant-contrat. Voilà. Donc on attend la signature de compromis pour ne pas, encore une fois, faire travailler les artisans pour rien. Ne serait-ce que pour nos relations avec eux sur le long terme. Bien sûr. De les faire venir pour rien, ça sert à rien. Nous aussi, parce que ça consomme forcément notre temps, et c'est notre temps qu'on vend, in fine, à nos clients, finalement. Et après, avec ces devis-là, ça nous permet d'avoir un financement, enfin, toutes les armes pour avoir un financement. Il n'y a que ça qu'on attend. Un dossier de financement, et voilà. Ok, compromis et devis. Et après, on a la dernière phase qui est la phase, une fois que les travaux sont terminés, donc le suivi de chantier. Comment ça se passe déjà, peut-être Suivi de chantier, donc Sabrina qui s'en occupe, avec Manon, où là, il va y avoir des visites chantier hebdomadaires, où vraiment, ça va être une fois de plus sur WhatsApp, des photos, des vidéos, des comptes rendus, pour voir un petit peu où on en est. Alors, tout dépend évidemment du type de travaux. On a des travaux où ça va être 1 à 2 semaines, on est plus en rafraîchissement, donc il y a un peu moins de choses à envoyer. Les travaux où on fait vraiment tout de A à Z, comme on peut voir sur tes stories, là c'est hyper intéressant, et c'est ce que vous voyez en story, finalement, c'est ce qu'on envoie aussi aux clients. C'est exactement la même chose, avec évidemment un peu plus de détails et de contenu. Une fois que ce suivi de chantier est terminé, le chantier est terminé, évidemment, on fait la réception de chantier. Et puis, c'est là où Manon a pris le relais aussi, alors en amont quand même, où on va s'occuper de la cuisine avec Artaï intérieur, bien sûr, où on va être en mesure de faire des implantations 3D, 2D. Même chose avec Manon, qui est capable de... Franchement, elle a un très joli coup de souris, on va dire. Mais elle a vraiment une patte pour l'aménagement intérieur, et c'est vraiment très bénéfique à Artaï. Donc cette synergie entre Sabrina et Manon donne des projets qu'on peut voir qui sont vraiment très bien aboutis. Ouais, et que vous pouvez voir sur nos réalisations, sur notamment le site investiratoulouse.com pour les projets toulousains, et bientôt sur le nouveau site Artaï. Vous aurez toutes les réalisations qu'on fait partout en France et même worldwide. On a vraiment hâte. Donc en septembre, on aura un vrai site internet qui est... En fait, aujourd'hui, on a 2 vrais sites internet. En septembre, on aura un seul vrai et gros puissant site internet. Donc ça sera beaucoup plus sympa de tout regarder là-dessus. Ok. Soit le projet est meublé, il est prêt. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Est-ce que les clients vont le gérer, ou c'est que ça s'arrête ? Alors, juste avant, il arrive des fois que les biens soient déjà rénovés et meublés. Donc, évidemment, on passe cette étape, on va beaucoup plus vite. Il faut retenir qu'Artaï, on est à la carte.
Évidemment, on ne va pas vous compter des honoraires qui n'ont rien à faire là. Donc, on choisit vraiment ce qu'on veut. Et une fois qu'on veut mettre en location, évidemment, on propose une solution avec Clara qui nous rejoint très prochainement, en septembre, qui va s'occuper de toute la partie gestion locative, mise en location, mettre les annonces en ligne, faire les photos. Enfin, c'est un boulot franchement assez chronophage. Bah ouais, parce qu'on le fait déjà. Et oui. On le fait déjà. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, de ne pas le faire parce que c'est clairement pas mon métier. C'est Sabrina, Julien qui s'en occupent et franchement, c'est un sacré boulot. Mais vraiment, il faut une personne attitrée et c'est pour ça qu'on a staffé l'équipe en ce sens. Et on a quelqu'un de super qui arrive à ce niveau-là et ça va. Déjà, ça déroulait bien. On s'en sortait bien, mais là, ça va vraiment dérouler, clairement. Ok, donc finalement, comme tu disais, clé en main de A à Z, mais à la carte aussi, c'est-à-dire que la personne qui veut gérer son bien toute seule, même à distance, elle peut le faire si elle veut. Nous, exactement. On pousse à rien. Les travaux aussi. Finalement, il n'y a que la phase acquisition-recherche qui est indispensable. Ouais. Tout le reste, et encore, puisque finalement, même si la personne a déjà le bien, et ça nous arrive aussi d'accompagner sur la partie travaux et agencement et décoration, même sur des résidences principales, donc des gens par défaut ont déjà les biens. On fait de la recherche d'ailleurs aussi de résidences principales, ça nous est arrivé plusieurs fois, de rechercher pour des gens qui recherchent une résidence principale. T'en as en ce moment, Alexandre a eu à Lyon aussi, voilà, donc ça peut nous arriver. Et derrière, effectivement, chacun peut le faire à la carte. Voilà. Et là, clairement, par exemple, à Toulouse, on est en train de travailler sur un beau projet. Là, Maxime, si tu nous écoutes, je sais que tu écoutes le podcast de temps en temps, un beau projet de rénovation sur un bel appart bourgeois de Bobo toulousain. Voilà, ça va être sympa, donc ça va être plutôt cool. 136 mètres carrés, l'appart, voilà, chouette projet. Donc on est capable de tout faire, j'ai envie de dire qu'il peut le plus, peut le moins, donc on s'adapte à peu près à toutes les situations, et puis c'est vrai qu'on commence à avoir pas mal d'expertise. Ok, merci, moi j'y vois plus clair sur ce que tu fais, parce que je savais pas trop ce que tu faisais de tes journées, je t'avoue. À quoi bon. Donc tu vois, j'osais pas trop, tu sais, je suis un manager un peu timide, du coup j'osais pas trop te dire, on fait un point là, Arthur, ça va pas et tout. Je dis, allez, on va faire un podcast, comme ça maintenant je sais ce que tu fais. Voilà. C'est le nouveau entretien c'est ça. Je vais faire annuel. Comme ça. Laura, tu peux venir pour l'entretien, s'il te plaît? Manon, viens ici. Pour rebondir un peu sur... les casquettes d'Artae, ça a quand même beaucoup évolué et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a le côté clairement investissement et aujourd'hui, voilà, on part sur de la maîtrise d'œuvre. Littéralement, il y a du suivi de chantier, d'Artae intérieur. Moi qui ai été cuisiniste pendant 6 ans, forcément, c'est quelque chose, quand j'ai regardé un peu les cuisines, j'ai travaillé chez Mobalpa pour pas faire de pub. Faut pas. Que je salue quand même à Montauban, quand même, qui sont incroyables, mais on a une qualité qui est équivalente. Mais vraiment, j'ai été bluffé. Mais je dis pas ça parce que je suis chez Artae, mais vraiment, je l'ai vu. Une excellente qualité. Et c'est ce côté où on met le pied dans un appartement et on se dit, tiens, on va péter une cuisine, on le fait assez souvent. Et si on l'a changé, les salles de bain, ça va venir. Le dressing aussi, peut-être. Voilà, c'est quand même dommage de... Alors oui, tous les autres le font très bien, mais c'est quand même dommage de finalement pas mettre une marque globale derrière. Et c'est ça, je trouve, hyper intéressant. C'est qu'on rentre quelque part, on déboule, il y a du Artae partout sur les murs, mais parce qu'on sait faire. Et puis surtout, pour le client, ça veut dire qu'il ne démultiplie pas les interlocuteurs. C'est-à-dire vous avez une cuisine... je sais pas moi, Ikea ou autre, ou Ixina. Il faut gérer la livraison. Il faut gérer déjà la livraison, les machins, etc. Puis il faut gérer les éventuels SAV avec un interlocuteur, puis un autre interlocuteur sur la partie placard dressing, un autre sur la salle de bain. C'est vrai que si vous avez tout centralisé, et c'est ce qu'on essaie de faire en fait. Évidemment, on le fait dans un intérêt business, parce que forcément, nous on n'est pas philanthrope au bout d'un moment, on aime bien aider les gens, un peu d'altruisme dans ce qu'on fait, mais malheureusement, on fait un altruisme aussi rémunérateur, quoi. Enfin, le but c'est qu'on puisse quand même là on fait de l'altruisme là. Payer. Ouais, voilà, là c'est gratos, mais on fait un peu voilà, donc c'est normal, il faut qu'on gagne notre vie, mais en même temps il y a un vrai besoin de client, c'est-à-dire qu'on force pas les gens, il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande, et à chaque fois qu'on propose un nouveau service, c'est bien accueilli parce que ces gens-là en ont besoin. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui en ont pas besoin, qui savent faire, qui veulent faire et qui feront toujours mieux que nous, mais soit vrai ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ils le penseront à tort ou à raison, j'en sais rien. Mais voilà, et notamment sur la partie ameublement et déco, c'est un sujet hyper tendax, je trouve, parce que oui, ça fait chier de payer pour qu'un mec fasse les commandes à notre place de meubles, fasse livrer des meubles, les monte et tout ça, parce qu'en soi, tout le monde sait faire. Mais c'est pas le sujet, c'est pas de savoir faire. Tu vois, le sujet, c'est pas de savoir faire, parce qu'en gros, tout le monde peut faire sa baguette tous les jours. Mais est-ce que tu vas faire ton pain tous les jours plutôt d'aller acheter à la boulangerie 1 euro, quoi? Ça, tu vois, c'est ça le truc. Donc, et on se rend compte, les gens qui l'ont fait, là, je discutais encore avec un prospect où on parlait de l'ameublement et la décoration de cette phase, et il me disait, ah non, mais ça j'ai fait, mais je veux plus. Il manque toujours une pièce, il y a toujours un truc qui est cassé. Le mec qui doit te livrer de 8h à 19h, finalement à 19h15, il te dit, je viendrai demain. Donc, il faut que tu reposes un jour de congé pour que le mec puisse te livrer le canapé. Puis, c'est un autre type qui va te livrer la machine à laver. Puis, c'est encore un autre qui va te livrer ci, puis ça, puis il va manquer. Ah, il y a du réassort, on vous livrera le reste dans 3 semaines.
Déjà, t'es expat, bon, c'est impossible, ça c'est sûr. Mais C'est même clair. si t'habites à 1 heure, c'est impossible. Et même quand t'habites sur place, si tu bosses, c'est quasiment impossible. Ou alors, si Donc, c'est voilà. possible, mais tu n'auras pas le rendu qu'on a aujourd'hui. Ouais, t'auras C'est pas le clairement rendu, pas. tu vas tout packager, tu vas industrialiser un peu le truc à ta manière. Et voilà. Et tu vas mettre des coups de machette à te dire, Ouais. finalement, je vais pas acheter ça parce que ça me prend la tête. Et Ouais. clairement. Et ça, c'est un truc, tu vois, important aussi, je pense, à dire. Je le dis aux prospects, mais je le dis aussi aux gens qui sont encore là à la fin de l'épisode. On ne travaille pas avec des sociétés d'ameublement clé en main. Clairement. Ouais. On chine absolument tout, de la cuillère à la table basse, ça passe par le canapé, C'est pas etc. Ikea, Voilà. que Ikea, quoi. Voilà, c'est pas que du full Ikea, c'est pas que du full, je les cite pas, mais des boîtes de mobilier clé en main qui nous démarchent. Toutes les semaines, on a des boîtes de mobilier clé en main qui nous démarchent. Et franchement, ils font très bien leur boulot et je pense que ça correspond énormément à beaucoup d'investisseurs et tout ça. Mais nous, la valeur qu'on veut apporter à nos clients, c'est une valeur différenciante. Si on pousse demain, je sais pas, il y a 10 logements de clients qui se libèrent sur le marché et les 10 sont les mêmes, C'est un peu ça. mais c'est horrible, quoi. Imagine sur le Bon Coin, tu scrolles et tu as 10 apparts loués par Artae, c'est les mêmes. Tu as l'impression que c'est un projet de promotion immobilière, le truc. Ça, c'est ce qu'on Tu voit vois. déjà. Hein. Voilà. Ouais, Les sur logements, sur le marché. Exactement. Voilà. Donc nous, on essaie toujours. Alors évidemment, si on a un canapé lit qui fonctionne, oui, souvent on va le remettre. Mais peut-être qu'il ne sera pas de la même couleur, ok. En tout cas, le modèle, bon, sur ces sujets-là. Mais après, les cadres, la déco, un tapis, voilà, rond, carré, losange, pas de tapis, un tapis à poil long, à poil ras. Enfin voilà. Puis la déco, non. Et Nous, on a cet avantage. Et on a une archi d'intérieur vraiment qui va intervenir spécifiquement sur le projet du client. Ça, c'est vachement intéressant. On propose pas à notre client. En fait, Manon, quand elle propose des planches d'inspiration, quand elle propose des choses, elle le fait vraiment en fonction des tendances actuelles, de son feeling, du feeling du client aussi, parce qu'elle fait un entretien préalable avec, de la configuration de l'appartement. Mais en aucun cas, elle prend une plaquette PDF avec 4 trucs, choisissez parmi les 4. Quoi. Tu vois, Ça, c'est industriel, pas possible. scandinave et basta. Quoi. Enfin, Non. Donc ça, c'est important aussi, je pense, de le préciser. Tout à Ok, fait. ben merci, on a fait un bon tour. Tu avais marqué que ça durait à peu près 10 minutes, ça fait 40. Voilà. Voilà. Nickel. Donc c'est cool. Bon, encore une fois, on rappelle à tout le monde, évidemment, si vous êtes intéressé, de nous contacter sur contact@artae.imo. Contactez-nous aussi sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur LinkedIn et on est difficilement et laborieusement sur TikTok. Non, on n'y est pas sur TikTok avec Artae. On y est sur, avec Moneytree. Moi, j'y suis à titre perso, mais qu'est-ce que c'est laborieux. Je crois qu'on est vraiment trop câblé pour être sur TikTok. En fait, ça marche pas. On est des gens trop sérieux pour être sur TikTok, je sais pas, mais ça marche pas en tout cas. Voilà. Et on est sur YouTube aussi avec ce podcast, évidemment. Donc vous pouvez nous regarder sur YouTube si vous ne regardez pas déjà. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et merci Arthur pour cet entretien annuel. On parlera d'augmentation après. Allez, ciao, ciao. Ciao, merci.